Salam alaikum Azul, bonsoir. Ce qui s'est passé à Alger aujourd'hui n'est pas le fruit d'un quelconque dérapage, encore moins d'une quelconque improvisation. La provocation est d'une évidence qui ne laisse aucune place à l'interrogation. Quelque part, dans quelque antre du régime, quelqu'un a décidé de montrer à la populace que nous sommes ce qu'il en coûte de chercher à les chasser du régime, ces gens, à les chasser du pouvoir, ces gens du régime. À moins que ce ne soient les effets de la panique qui s'est emparée du sérail en ces temps de naufrage annoncé du Titanic. Que s'est-il réellement passé? Rappelons d'abord que les hirakistes s'étaient mis d'accord sur une montée en cadence du Hirak, Tas'id Silmi. Ils ont décidé donc, il y a 3 semaines, qu'en plus du vendredi et du mardi de chaque semaine, de rajouter le samedi aux manifestations, pour monter à 3 jours de manifestations par semaine dans tout le pays. Une escalade particulièrement menaçante pour le régime, puisqu'elle pourrait l'isoler gravement et lui signifier sa fin si elle est observée dans tout le pays, cette manifestation du samedi. Les manifestations du samedi d'aujourd'hui avaient commencé relativement tôt dans plusieurs régions du pays. Ouaran, Mostghanem, Staïf, Bjaya, Bouirak, Santena, Mila, Annaba, Skikda et d'autres villes. Curieusement, pour ce samedi d'aujourd'hui, la rue algéroise, d'habitude si prompte à investir la rue, n'était pas encore au rendez-vous, jusqu'aux environs de 11 heures. Les autres hirakistes des autres régions ont alors inondé les réseaux sociaux, s'étonnant de cette absence et demandant aux jeunes Algérois de les rejoindre parce que sans Alger, leur ont-ils dit, El-Hirak ne serait plus El-Hirak. Et ce fut comme une flambée. Alger a répondu au quart de tour. En l'espace de quelques minutes seulement, le centre-ville d'Alger fut investi par des dizaines de milliers de manifestants, venus des quartiers populaires d'Alger surtout. Et soudainement, de façon parfaitement singulière, les policiers anti-émeutes furent lâchés contre les manifestants. Ce fut un déchaînement de violence, à la limite du sadisme. Les policiers sont donnés à cœur joie, un peu comme s'ils remerciaient ceux qui les avaient par trop retenus et qui avaient enfin accepté de les lâcher. Personne ne fut épargné, ni jeunes, ni femmes, ni personnes âgées. Des témoignages rapportent que dans les fourgons de police, la bastonnade était de règle, mais pas seulement. Injures, obscénités, crachats ont été le lot des malheureux qui étaient tombés entre les griffes de ces soudards. Côté manifestants, aucune provocation, ni aucune violence n'avait réussi à susciter des réactions similaires. Bien au contraire, même ceux et celles qui étaient brutalisés criaient de toute leur force « Selmiya, Selmiya », parce que les hirakistes, dont la conscience politique très élevée est désormais manifeste, savent parfaitement que la violence ne peut servir que le régime et que celui-ci a tout mis en œuvre pour la provoquer, à défaut d'avoir réussi à diviser les Algériens comme il a tenté de le faire. Puis, de la même manière que la violence avait soudainement commencé, elle prit fin tout aussi subitement, comme si un coup de sifflet avait été donné aux environs de 15 heures environ. Ceux qui avaient décidé de provoquer une explosion de violence avaient décidé de revenir à une gestion de la situation qui soit moins périlleuse pour eux. Mais les images des brutalités policières avaient fait le tour du pays, et même au-delà. Et cela a immédiatement provoqué la sortie de manifestants dans des villes qui n'étaient pas encore sorties aujourd'hui. Nous ne savons pas encore ce qui se passe au cœur de ce régime, où les coteries sont vraisemblablement à couteau tiré, en ce moment où ils se jettent les uns les autres en pâture
à ce qu'il croit être une foule qu'on peut calmer en lui sacrifiant des Ouyahia et des Sellel. Oui, nous ne savons pas encore ce qui se passe, mais il ne fait aucun doute que ce régime est au bord de l'implosion. Plusieurs de ces grands barons, dont des généraux de premier plan, ont déjà pris la fuite, et d'autres sont très vraisemblablement en train de chercher comment se tirer de la nasse où ils se sont mis eux-mêmes. La seule possibilité qui reste à cette junte est de provoquer la violence, puisque c'est son seul domaine d'expertise. Diviser les Algériens et plonger le pays dans un autre bain de sang est la seule panacée que cette mafiocratie s'est prodiguée. Sauf que les Algériens ont clairement montré qu'ils ne tomberont plus jamais, dans ce piège grossier, et que les Zama sauveurs de la République seraient bien avisés de sauver leur propre personne quand ils seront face à la justice, une vraie justice, et qui ne sera pas à leurs ordres. Algérie, un régime tenté par la violence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Sami Ougergouz, DG de Legal Solutions. Sami, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Abbas Hamadan, juriste et ancien conseiller de Hussein Ait Ahmed. Abbas Hamadan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Iskandar Debbache, militant des droits de l'homme. Iskandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, qui remercie les téléspectateurs en même temps. Merci. Et avec nous depuis Alger, Karim Kabir, journaliste avec lequel nous allons commencer. Mais avant, je voudrais que nous voyions ensemble ces images des violences d'aujourd'hui. هاو شيخ كبير ضربوه هاوليك يوم السبت ضربه صغيره هذاك القتل والو
nous allons voir d'autres images dans quelques instants. Celles-ci ne sont pas très expressives, en effet. Karim Kabir est avec nous. Merci, Karim, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal et bonsoir aux téléspectateurs et à vos invités. Alors, Karim, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dont les gens parlent la violence a-t-elle été aussi extrême qu'on le dit? Y a-t-il de l'exagération, à votre avis? Oui, je crois qu'il y a une forme d'escalade de la répression. Ce n'était pas comme les derniers week-ends où tout de même, même s'il y avait des arrestations, mais les services de sécurité quand même se gardaient un peu d'aller à parce qu'aujourd'hui on a assisté à des scènes quand même qui étaient un peu trop brutales, et il y avait même des courses poursuites, il y a des gens qui ont été brutalisés, on a vu il y a eu même des blessures, des gens qui ont été blessés, même des vieux. C'était des images tout de même qu'on a pensé révolues, mais c'était terrible. Ce qui forcément pose la question de s'interroger réellement sur les intentions réelles de pouvoir. Mais en tout cas, la première idée qui saute, c'est que pour le moment, en tout cas, ils n'ont ni l'intention de répondre aux revendications du Hirak, ni l'intention d'aller dans le sens souhaité. Mais après, c'est vrai qu'il est toujours difficile un peu d'analyser lorsqu'on ne peut pas connaître exactement les vrais décideurs, parce que... Avant d'y arriver, Karim, avant d'y arriver, est-ce qu'il est vrai que dans les paniers à salade, comme on dit, dans les fourgons de police, il y a eu un véritable acharnement contre ceux qui ont été mis, on les aurait piétinés, matraqués, crachés au visage, on les aurait insultés, injuriés, humiliés. Vous avez eu vent de ce genre de pratique? Oui, j'ai vu. Personnellement, j'ai pas assisté, mais j'ai vu comme tout le monde ce qui a été rapporté un peu par des sources crédibles. Quand même, il y avait des journalistes très crédibles que je connais personnellement sur le terrain qui ont rapporté ça et qui ont fait état de ces brutalités. Mais personnellement, je n'ai pas vu, donc je ne suis pas en mesure de vous confirmer l'exactitude de ces informations. Mais sinon, Karim, ce que vous sembliez envisager, c'est-à-dire qui a pris cette initiative? Parce qu'on voit bien qu'une initiative a été prise quelque part. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas un accident, ce n'est pas de l'énervement dû à des policiers. Ça a été clairement préparé et mis en pratique sur les manifestants. On voit bien que les policiers ont été lâchés, comme on dit, contre les manifestants. Est-ce que, à votre avis, il est question là, dans la tête du régime, d'aller vers l'escalade, que c'est le régime qui veut monter en violence pour essayer de dissuader ce mouvement citoyen qui ne veut pas s'éteindre, ou est-ce que quelqu'un au sein du régime aurait voulu peut-être mouiller Tebboune, le pousser à la sortie et provoquer la violence? Écoutez, à mon avis, Jamal, il y a une grande tendance. En tout cas, il y a une stratégie qui a été adoptée depuis le début, en tout cas du Hirak, qui a un petit peu varié, mais n'a pas totalement changé, parce que il faut rappeler que dès le début du Hirak, les marches allaient jusqu'à pratiquement à la proximité de la présidence. Après, on a commencé à réduire l'itinéraire. Donc, on commençait à descendre jusqu'à confiner les gens au niveau de la Grande Poste. On a essayé toutes sortes de méthodes pour confiner ce mouvement. Et on se rappelle qu'ils ont aussi brutalisé les gens qui ont tenté de marcher les jours de semaine. Donc, à partir du moment qu'ils ont confiné le mouvement pour uniquement les vendredis, donc ils se sont dit que ça peut passer. Bon, c'est un vendredi, donc ça ne gêne pas beaucoup l'activité économique, c'est un jour de week-end.
Bon, donc on peut plus ou moins laisser les gens manifester, mais il n'admettait pas à ce qu'il y ait une forme d'escalade chez les manifestants pour aller vers les jours de semaine. Donc on a cédé sous le nombre pour les étudiants le mardi, mais là on a l'impression qu'ils ne veulent pas que ça s'étende durant les journées de semaine. Mais justement, ça a été le cas, Karim, si vous vous en rappelez, ça a été le cas quand les étudiants avaient décidé de marcher le mardi. Et tout aussitôt, il y a eu une vague de violence contre les marches estudiantines énorme, à tel point que les gens ont décidé de protéger les étudiants et de marcher avec eux. Est-ce que ça va être le même réflexe pour le samedi qui donc vient d'être rajouté au jour de manifestation? Moi, en tout cas, ce que j'ai appris de cette année du Hirak, c'est que le mouvement se nourrit des bêtises et des erreurs de ce régime. À chaque fois qu'il violente, à chaque fois qu'il tente de diviser, à chaque fois qu'il fait des arrestations, il alimente ce mouvement. C'est pourquoi je m'interroge aujourd'hui, est-ce que réellement, si on considère qu'il y a un semblant ou un fragile consensus au niveau du sommet, donc il y a une volonté d'essayer encore d'étouffer le mouvement, ce qui peut expliquer ce qui peut signifier à travers cette brutalité qu'il y a une forme de panique, mais ou sinon, on peut considérer qu'à l'intérieur du régime, il y a encore une guerre des tranchées, donc il y a forcément entre les gens qui veulent aller à l'apaisement et d'autres qui le refusent. Parce que ce n'est pas normal que, soi-disant, ils organisent une élection pour élire un président, celui-là même qui vous dit que les Hirak est béni et qu'il va accompagner le mouvement pour satisfaire ses revendications, mais au bout pratiquement bientôt 3 mois, il n'y a aucune mesure d'apaisement, il y a toujours tout est fermé, et l'indice que les centres de décision sont défus, on a vu avec le scandale du Walid Mostaganem, et on a vu la réaction du ministre de l'Intérieur qui était très très timide. Ça veut dire que ça lui échappe au ministre de l'Intérieur de décider, c'est-à-dire de l'enlever sur le champ, de le limoger. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que la situation est très confuse au niveau du sommet. Et vous pensez que c'est parti pour le samedi, que désormais nous n'aurons plus 2 jours de manifestation, mais 3 jours par semaine? Ça va, à mon avis, ça va encore booster le mouvement, même si ça ne va pas réussir dans la semaine d'après, mais ça va venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que ce que ce régime refuse de comprendre, c'est que le peuple a compris. Donc il y a quelque chose, il y a une rupture qui est opérée, donc ils ne veulent pas revenir en arrière. Donc ce n'est pas la répression ou les arrestations qui vont les arrêter. Karim Kabir, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci beaucoup, Jamal, et bon courage. Merci beaucoup. Alors, chers amis, donc samedi vient d'être rajouté par les manifestations, par le Hirak, à la semaine. Nous n'aurons donc plus que le vendredi, le mardi, mais aussi le samedi, semble-t-il. Et ça semble avoir énervé le régime. Vous pensez qu'un samedi en plus du vendredi et du mardi pourrait menacer sérieusement le régime? Oui. Alors, d'abord, bonsoir, salam alaikum, Azul. Moi, je pense qu'il y a une doctrine qui est mise en place par le régime, une doctrine sécuritaire, dont le dispositif qui a été réfléchi, mis en place, est adapté à 2 journées. Déjà une journée le vendredi. Après, quand il y a eu le mardi, il fallait se redéployer, se mobiliser un peu plus. Et avec 2 jours dans la semaine, je pense qu'ils ont atteint l'extrême limite de leur possibilité de mobiliser les forces de sécurité. Donc, vous avez un nombre impressionnant de membres de la police qui ne prennent pas de congé depuis des mois, etc. Donc, ça crée des tensions énormes. Et là, si on ajoute un jour de plus, c'est toute leur doctrine là qui va être remise en cause et qui risque d'être vraiment... À plus forte raison que nous aurons 2 jours de travail. 2 jours de travail. Parce que le vendredi, à la limite, c'est un jour de repos Exactement. hebdomadaire. Voilà. Mais que le samedi et le mardi sont censés être des jours de travail en Algérie. Exactement. Au-delà des interprétations sous-jacentes, politiques, au niveau des
des dissensions qu'il y a entre les différentes factions du pouvoir, il y a cette lecture qu'on peut faire par rapport à la capacité de mobilisation du régime. Au-delà de 2 jours, ça va être très, très difficile. D'où, je pense que la réaction de panique, ils veulent absolument... Et vous pensez que c'est une réaction de panique? Ah oui. Ce n'est pas une action programmée pour casser du manifestant, pour lui faire peur éventuellement? Ben, l'utilisation de la violence par le régime en place depuis 1962, il avait toujours visé 2 objectifs. Première chose, c'est faire peur. La deuxième chose, c'est montrer une prétendue invisibilité du régime. Donc ces 2 objectifs sont remis en cause avec le Hirak. On voit que le mur de la peur est tombé depuis le 22 février. Donc on est un basculement psychologique au niveau du peuple algérien qui a fait qu'aujourd'hui, c'est Makanch marche arrière. Donc la peur n'existe plus. Et l'invisibilité du régime, elle est aussi ébranlée, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, par la fragilisation du régime, hein, qui se traduit par des luttes sourdes, des luttes sourdes ou bruyantes, hein, qui nous arrivent sous des formes différentes. Sur ce point, messieurs, vous pensez que cette violence n'aurait pas été provoquée par quelques milieux qui chercheraient à, en quelque sorte, mettre Tebboune en difficulté? Parce que là, ça les a vraiment mis en difficulté, parce qu'il y a eu un tollé énorme au niveau de tout le pays. Les gens ont très mal vécu cette violence. Vous ne pensez pas que quelqu'un ou quelques groupes qui soient auraient tenté de bouleverser? D'emblée à notre sensibilité, c'est qu'on sent déjà un régime en plein désarroi devant la volonté populaire, devant la détermination populaire plus exactement. On sent qu'il est... Parfois on le sent tout près de rendre les armes, parfois on le sent essayant de contenir le À aucun Hirak. moment je l'ai senti en train de rendre les armes. Je n'ai pas senti ça. Oui. À aucun moment, même au plus fort du Hirak, quand ils n'avaient même pas 8% d'électeurs, ils ont quand même fait passer Tebboune haut la main dans un scrutin censé s'être déroulé dans la transparence. Je ne l'ai pas senti en hésitation ou Parfois on le sent dernièrement. Ah bon, je crois qu'on le sent, à court d'arguments vis-à-vis de la population. Ils essayent de faire plaisir au peuple en jetant en pâture quelques personnalités. Oui, mais ça, bon, oui, c'est vrai. Oui. On sent qu'ils essayent d'arrondir un peu les angles. d'arrondir un peu les Hirak angles, etc. el-Moubarak. Hirak Moubarak, ou puis Tebboune qui dit que je mets en garde toute personne qui essaie d'infiltrer le Hirak, etc. Ça, bon, on connaît leur vocabulaire. Non, Bon. non, il a dit, un message aux Hirakistes, la seule chose que je vous recommande, faites attention à ne pas être infiltré. On aurait cru entendre le chef du Hirak lui-même. C'est incroyable. Absolument. Mais aujourd'hui, la réaction d'aujourd'hui, la réaction policière d'aujourd'hui, alors là, elle démontre un peu le désarroi total du régime, de ce qu'il est convenu d'appeler l'autorité vis-à-vis du Hirak. Là, on les sent complètement dépassés, pris de panique. Et à ce propos, justement, moi, j'aimerais bien mettre en garde les policiers qui se rendent coupables d'actes de représailles dans le secret des fourgons de police ou dans le secret d'une geôle de commissariat. Bon, je ne parle pas des actes visant à contenir la foule, hein, Oui. parce que là, il s'agit de techniques parfaitement légales qui sont étudiées, absolument étudiées, et généralement, elles sont sécurisées, mais bon, jusqu'à... On les a vus même dans des pays Oui. dits très démocratiques, comme Très la démocratique, France. comme la France, Ah, oui, on a vu des absolument. brutalités de ce genre. Absolument. Non, je parle des Brutalités dans des endroits confinés. des endroits confinés Ouais. et dans le secret et opérés par des policiers absolument zélés ou trop énervés. Parfois sadiques. Et empreintes parfois de des- sadisme, hein, ben, bien sûr. Hein, ben justement, c'est ce que je vous ai dénoncé. Et là j'aimerais bien leur dire que tôt ou tard, ils seront comptables de leurs actes. Qu'il s'agit là d'actes absolument illégaux, et que tôt ou tard, ils seront... Parce que
Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, on ne peut rien contre la détermination d'un peuple. Oui. Le Hirak, il réussira. Ça, je peux vous le dire. Tôt ou tard, il réussira. Parce qu'on ne peut rien contre la détermination d'un peuple. Et voilà. Mais ce régime, Iskandar, est-ce que vous connaissez, vous qui avez été militaire, est-ce que vous connaissez les méthodes de recrutement des forces anti-émeutes? Côté psychologique, les tests psychotechniques. Vous savez comment, je vais vous apprendre quelque chose. Que je tiens de quelqu'un qui était très très bien placé dans ces choses-là. Alors, quand ils leur font subir un test psychotechnique, un premier entretien, le premier critère d'élimination, c'est quand ils tombent sur quelqu'un qui a un tant soit peu de culture. Tout candidat qui a un tout petit peu de culture, il est tout aussitôt éliminé. Ensuite, on les teste pour voir leur niveau de frustration. Si ce sont des gens qui sont sentimentaux, sensibles à la douleur de l'autre, qui sont compréhensifs, qui sont capables de donner sa veste pour la donner à quelqu'un qui a froid, là, c'est rédhibitoire. Il est éliminé. Déjà, lors du premier entretien et des premiers tests psychotechniques, on élimine tous ceux qui sont capables d'humanité. Ensuite, pendant l'instruction, même si jamais quelqu'un est passé à travers le SAS, vous savez ce qu'ils leur font pendant l'instruction? Ils les forment d'une façon abominable. Ils les agonisent d'injures du matin au soir. Ils leur insultent leur mère, leur femme, leur sœur. Ils les traitent de n'importe quoi, de choses que je ne pourrais pas répéter ici. Mais ils le font à l'envi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils les gorgent, ils les gavent de grossièreté, de vulgarité. Ils les remplissent et ils les forment de façon... Par exemple, hein, j'ai entendu de mes oreilles à Tébessa un jour la formation d'une promotion de police de ce genre. Vous savez ce qu'ils criaient? Ils marchaient là comme des commandeurs. Ils disaient « Nirba nislakh fil widan ». La police qui dit « Nirba nislakh fil widan ». Et moi, je me rappelle, j'ai dit au Wali à l'époque, qui était à côté de moi, je lui dis, ils auraient dû dire aussi c'est quoi ça? Pour vous dire hein, que ces gens-là ont été formés pour, et ils ont été sélectionnés de façon très soigneuse pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Samir? Moi, je voulais rebondir également sur des faits qui me paraissent assez tragiques. C'est qu'au niveau des brutalités policières, ces brutalités policières sont commises en contrariété totale avec les textes tant nationaux, les textes de procédure. Oui. Ils sont également commises de manière antinomique et contraire également aux textes constitutionnels sur le plan interne, mais également la protection de la dignité humaine, elle est également garantie par un certain nombre de textes internationaux, que ce soit sur le plan africain, avec l'Organisation de l'Unité africaine ou l'Union africaine actuelle, ou sur le plan d'autres textes que dont l'Algérie s'est portée ratificatrice, notamment sur le plan international, notamment les textes des pactes civils et politiques de 1966, 68. Et ainsi, mais ça ne l'a jamais empêché de les violer allègrement. Tout à fait. Depuis toujours. Tout à fait. Et pour rebondir également sur ce que vous disiez quant à l'instruction des nouvelles recrues dans la police, il y a, me semble-t-il... Dans la police, moi je parlais de la police anti-émeute. Je ne parle pas des AOP. Là, c'est autre chose. Moi, je pense qu'en Algérie, il y a une nécessité d'une refonte rapide de l'ensemble de l'appareil éducatif, que ce soit à l'école, tant au plus bas âge qu'à l'université. Oui. Ça, avec une réforme également de la justice, une réforme profonde de la justice, et avec également, on verra ce que les nouveaux textes donneront, sur une séparation, un équilibre des pouvoirs et une séparation. Oui. Une séparation des pouvoirs qui fait qu'un citoyen lambda pourra aller ester en justice s'il s'estime être lésé dans la manière dont il a été traité d'une quelconque autorité, soit-elle. Mais en les circonstances, il n'est pas possible d'ester un quelconque policier qui soit pour brutalité. Ce n'est même pas envisageable. En les circonstances, M. Benchenouf, je pense que, vu les défis qui s'offrent actuellement à l'Algérie, vu l'état dans lequel se trouve actuellement la population, comment voulez-vous vivre d'une manière décente et normale avec un salaire de 30 000 ou 30 000 dinars avec une personne qui est mariée et qui a 2 enfants?
C'est tout simplement et bonnement impossible. Et comment Il faut font acheter les des gens? Vous cartables, venez de il faut se rentrer soigner. d'Algérie, justement. Tout Comment à ils font fait. les gens pour s'en sortir quand on sait que la grande majorité des Algériens vit quasiment au-dessous du seuil de pauvreté? Vous savez que les Algériens, ce sont des personnes extrêmement pudiques et ce sont des personnes extrêmement qui ont une grande valeur d'eux-mêmes. Et donc, ce sont des personnes qui sont très discrètes. Donc, malheureusement, quand vous rentrez dans le vif, quand vous rentrez, vous allez avec des personnes dans le foyer, il y a des personnes qui vivent d'une manière très, très aisée, qui ont un train de vie confortable. Mais le gros des Algériens, la grande majorité des Algériens, vivent avec très peu de moyens. Oui. Et comment voulez-vous avoir accès à la nourriture, au voyage, à l'éducation, acheter des cartables, des fournitures scolaires pour les enfants, pour faire face aux frais de la vie quotidienne, ne serait-ce que des frais de transport pour aller travailler, pour celui qui a la chance d'avoir trouvé un travail, pour celui ou celle qui a la chance d'avoir trouvé un travail. On en parle, nous sommes le 7 aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, c'est demain la journée dite de la femme. Oui. Il y a même un certain nombre de personnes qui instrumentalisent également la situation de la femme pour les employer pour 5 000, 6 000 dinars. Je ne citerai pas pour quel genre d'emploi, femme d'hôtel, pour travailler en tant que femme de ménage, pour des salaires dérisoires, minables, qui leur permettent tout juste de pouvoir aller au travail et de pouvoir s'offrir une bouffée d'oxygène pour payer leur transport. Est-ce que vous saviez que les femmes au foyer ne figurent pas dans le taux de chômage en Algérie, dans les Vous m'apprenez. statistiques? Ils ne font pas partie Ouais. c'est pas dans les statistiques en Algérie. Ouais, ouais. Dans les statistiques, c'est-à-dire elles ne sont pas comprises dans la... Alors qu'elles ne touchent aucune indemnité, hein, parce que Aucune indemnité. peut-être que nos téléspectateurs français pourraient comprendre, oui, les femmes au foyer, mais elles touchent une indemnité inhérente. Ce n'est pas le cas, Elles ne sont elles ne pas touchent pas comprises d'indemnité, dans la population active. elles ne sont pas comptabilisées dans la population active et elles ne sont pas comptabilisées dans la population au chômage. Elles sont nulle part. Oui, oui. C'est un Alors qu'elles sont actif quasiment la moitié de la population, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, c'est bien d'apporter cette précision parce qu'on pourrait penser qu'il y a une quelconque allocation universelle Oui. dont rêvent beaucoup de femmes au foyer. d'idéalistes dans le monde à Ouais. mettre ça en place. Donc c'est un débat qui traverse y compris les sociétés occidentales. Mais pour revenir par rapport à ce que vous disiez sur la façon de recruter Les anti-émeutes. les anti-émeutes et de les former. En fait, de les former, vous avez utilisé le mot, à bon escient, le mot instruction. Je préfère utiliser instruction que formation, parce que Oui, en effet. la nuance, elle est de taille. De taille, oui. Donc, en fait, c'est illustratif du rapport qu'a ce pouvoir par rapport au peuple. Parce que ce pouvoir, depuis l'indépendance, il a un rapport de guerre, de domination. C'est une domination sur les richesses, sur le pays et sur la population, qui se traduit par une guerre psychologique, mais pas que. Donc du coup, de ce rapport-là découle tout le reste. La façon, par exemple, de recruter, si le rapport, c'était un rapport de faire régner la loi, parce que la loi, on est dans un état de droit et tout, on va former les policiers, les services de sécurité, à la loi, comment respecter, comment parler, comment interpeller un citoyen ou une citoyenne algérienne et tout. Et ce n'est pas le cas. Là, on est dans un rapport de former des mutants, des gens qui sont déshumanisés. Moi, instruction, je préférerais dressage. Dressage, oui, Oui, tout à fait. oui, tout je à vous fait. laisse poursuivre. Donc, en fait, la façon, les insulter et tout ça, ça veut dire quoi? En fait, c'est un processus de déshumanisation de la personne. Donc, on la vide de sa substance humaine pour en faire un Si instrument. tant est qu'elle en avait au moment du recrutement. On va Parce qu'on les choisit. Hein, par respect à l'être humain, moi je dirais qu'à la base, c'est des êtres humains, souvent qui viennent des milieux pauvres, malheureusement. Oui, malheureusement. Voilà, donc je ne me permettrai pas de... Oui. Voilà, donc mais l'humanité qu'ils ont en eux, la première chose, la première étape dans le processus de dressage, justement, c'est de le vider de leur substance humaine, quoi. Et après, on les remplit, une fois qu'on a vidé la substance humaine, on les remplit de haine, de violence, de barbarie, etc. Ainsi, ils deviennent des instruments, on peut les lâcher, on le voit. Ça me rappelle qu'on est en plein dans le personnage qui a été décrit par Marcuse, le personnage qui est au service de la bourgeoisie dominante. Et qui Marcus. le philosophe, Marcuse. Ah, Marcuse.
Oui. Oui, d'accord. Et un personnage qui a été parfaitement décrit par Marcuse et qui est au service justement de la bourgeoisie dominante. Il est là, c'est-à-dire pour tuer, pour faire le sale boulot, pour le sale travail pour les décideurs, enfin pour la classe dominante d'une manière générale. Il est là pour une sorte de cerbère. Mais en fait, ça a toujours existé, ça. Dans l'histoire humaine, la classe dominante qui se trouve des soudards de ce genre, des mercenaires, des hommes à tout faire, capables de tout, qu'on lâche sur la foule quand elle se... Sauf que dans le cas de l'Algérie, il y a eu l'indépendance, il y a eu la guerre de libération. Et le mouvement national et la guerre de libération algérienne, elle a eu une influence énorme sur tous les mouvements de libération dans le monde. Donc elle était porteuse d'un grand espoir, non seulement pour le peuple algérien, mais pour nombreux peuples du monde. Et donc c'est ça, donc c'est une désillusion énorme, non seulement pour le peuple algérien, mais pour beaucoup, beaucoup de peuples. Et c'est ça qui fait un peu... qui nous chagrine. Et c'est vrai, j'entends bien ce que vous dites sur le plan des valeurs. Moi, je me rappelle, dans les années 60, moi j'étais un jeune enfant, les gens n'avaient de mots à la bouche que dignité, honneur, humanité. Les gens sortaient d'une période noire, d'une longue nuit, et ils découvraient la lumière, l'humanité, l'humanisme. Et c'est vrai qu'il est question de désillusion. Le mouvement de libération, il a sécrété ce qu'on peut appeler, dans chaque société, elle arrive à avoir une échelle de valeurs. Alors l'échelle de valeurs, donc on commence par le haut et on descend par le bas. Le haut, c'est la parole, quelqu'un qui tient parole, le sens de la justice, le sens de la solidarité. Donc il y a toute cette échelle-là. Et ce sont ces valeurs-là qui ont été investies pendant la guerre de libération, pendant le mouvement national. Tout cela a été escamoté, cassé. Et même renversé. Alors, renversé. Absolument. Au point où le Qfaza, par exemple, le Qfaza qui est la pire des choses chez un être humain, ça veut dire l'opportunisme, le Qfaza où il est au sommet de l'échelle. Au sommet de Rijla. Voilà. C'est Rugza, Rijla. Rijla, par exemple, c'est devenu de la naïveté. Quelqu'un qui est Rijla, c'est un naïf, le propre. Alors, ce qui est important, c'est que ce qui est remarquable par le Hirak, c'est que le Hirak, il a réussi en un an de récupérer ces valeurs-là. C'est pour ça que cette volonté de renouer avec l'histoire, c'est comme si on reprend un peu le cours de l'histoire là où on laissait les Chouhada en 62, quoi. Donc il faut continuer. Donc on est en train de récupérer le peuple algérien, toutes ces valeurs-là qui ont été... Comment vous expliquez ce réflexe, j'allais dire, salvateur ? Comment les gens, pourtant qui n'ont pas connu de cette période bénie dont vous parlez, où les gens ont découvert les valeurs, le socle sur lequel ils allaient bâtir leur société enfin libérée, la plupart des jeunes n'ont pas connu ces années-là. Comment ont-ils fait pour recouvrer quelque chose, un sentiment de fierté, d'appartenance, de remettre l'échelle de valeur à sa place, qu'ils n'ont jamais connu? Bien au contraire, le régime a tout fait pour qu'ils ne les connaissent pas, et il a tout fait pour leur inséminer des contre-valeurs. Et comment ont-ils fait pour remettre en place les choses? Il y a ce qu'on appelle la mémoire collective. Alors la mémoire collective, ils ont essayé de la tapisser, de mettre un peu de la cacher. Et puis, par la force du temps, on parlait tout à l'heure de Hussein Etamed, Allah yarhamou. J'ai toujours été impressionné par sa confiance dans le peuple algérien. Et quand il parlait, des fois, même moi, je me dis, bon, il est peut-être un peu déconnecté, peut-être... Il avait une confiance, mais inouïe dans le peuple algérien. Il m'a dit que le peuple algérien garde dans ses entrailles, garde un capital de sagesse, un capital de bon sens qui, tôt ou tard, va ressurgir. Et voilà. Et donc, moi, quand il y a eu le Hirak, j'ai toujours cette idée force qui me revient, quoi. Mais justement, moi j'ajouterais une chose, c'est que l'ombre de Aït Ahmed, Allah yarhamou, Allah yarham Chouhada, plane sur le Hirak.
C'est impressionnant. On le sent, on sent C'est sa pas présence. pour rien que les hirakistes ils sortent toutes les photos des chouhada, Absolument. Ben Mehdi, Ben Absolument. Boulaïd, Absolument. tous les grands chouhada connus justement pour avoir porté de grandes valeurs De morales. grandes valeurs morales, absolument. Absolument. Et donc, on a toujours senti sa présence, c'est-à-dire depuis le début du Hirak, et c'est impressionnant comme il est présent. Et qu'il est présent avec nous. À chaque marche, à chaque... Pardon, j'allais vous interrompre. Excusez-moi. Nous allons regarder quelques images encore de la violence et nous allons revenir à notre discussion. عنده سقسيتو كاش مرضي ولا؟ لا لا ما عندكش؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي ستر ربي سقار ان شاء الله الحمد لله ريح ان شاء الله ريح روبوسي برك بارك معناش خويا معناش فهمت؟ ما ان شاء الله هادو ولادهم هادو يضربوا فينا ولادهم فهمت؟ هادو ولاد الكمية هادو اللي يضربوا فينا فهمت؟ تعبيدني Et on nous a signalé qu'en plus de ces policiers dont on voit la brutalité, il y avait de très nombreux agents en civil. Et cela n'appartiendrait pas à la police, mais à la police politique, l'ex-DRS. Et c'est eux qui montrent aux policiers qui embarquer, et ils sont particulièrement aux aguets pour ce qui est des téléphones avec lesquels les citoyens filment. Maintenant, ils ne les confisquent plus, ils les cassent. Il les piétine. Ce que ces images nous renvoient, ce sont des images qui reflètent parfaitement l'état dans lequel on se trouve en Algérie. Oui. C'est un partage des richesses qui n'a pas été effectué, un partage des richesses sur le plan intellectuel également, hein, culturel, sur le respect de l'autre, le respect de l'être humain, le respect de la dignité de la personne humaine, de la femme, de l'homme. On le voit de manière assez éclatante et assez effarante. C'est pour ça que les Algériens, on en est venu à un ras-le-bol collectif. Donc les gens expriment ce ras-le-bol collectif en descendant dans la rue. Et mais moi, plutôt que partage des richesses, moi je dirais que ce régime n'a jamais créé de richesses. Ce régime n'a jamais créé de richesses. Je parlais récemment avec un entrepreneur turc. Il me disait, vous, l'Algérie, vous êtes un pays très riche. Mais nous, on a un savoir-faire. Oui. Qu'à l'heure actuelle, en Algérie, vous n'avez pas su développer et exploiter d'une manière... nos ressources. Nos ressources. On ne sait pas la matière humaine, les faire fructifier. L'investissement sur la personne. Oui. Je parle sous votre contrôle, vous avez pu bénéficier, vous, peut-être à votre époque, sous l'époque de Boumedienne, il y avait un certain nombre de bourses qui étaient attribuées, un certain nombre de choses. J'étais avec un étudiant qui est d'ailleurs docteur, je le salue, il s'appelle Yidir, il est docteur en mathématiques. Il a réussi ces 3 années, major de promo à Béjaïa, en mathématiques, il était major de promo. Et il était major de promo également à Alger. Donc il a fini sa 5e année et il allait voir le responsable donc, de l'UFR, on appelle un UFR ici, et il lui a demandé, il y avait 3 bourses, une bourse pour les États-Unis, une bourse pour l'Arabie Saoudite et une bourse pour la France. Il était intéressé par la bourse pour la France. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu?
Il lui a répondu, cette bourse, ne m'en parle même pas, ce n'est pas pour toi. C'est Il clair. avait déjà entamé ses Oui, démarches c'était pour un comme ça. visa C'était comme qu'il ça. a obtenu 10 jours après l'université. Donc il est diplômé de Diderot, il est docteur en mathématiques. Je le salue s'il me regarde. Et voilà. Donc cette forme de népotisme, de hogra, de non-respect de la personne et des compétences, eh ben, ça a mené à ce que les gens se sauvent et ne croient plus en leurs dirigeants, ne croient plus en leur pays, ne croient plus en autrui, ne croient plus en leur prochain. Vous savez ce que ça m'inspire, la réaction policière? Moi, j'avais 10 ans en 62. J'habitais la Rande-Vallée, en plein cœur d'Alger, c'est-à-dire un quartier qui était coincé entre Bab el Oued et la Casbah. Et j'allais au groupe de scouts, l'Ijtihad, qui était en haut de la Casbah, c'est-à-dire à Bab Jdid, à l'époque. Et ça, on sent les policiers aujourd'hui, d'aujourd'hui et demain, c'est-à-dire pour réprimer le Hirak, on les sent, on dirait qu'ils sont en plein désarroi. Ils savent plus. On sent qu'ils ont peur. Ils ont peur que le Hirak tourne mal pour eux, quoi. Et que l'Algérie accède à la nouvelle indépendance. Ils ne savent plus quoi faire. Et ça me rappelle la réaction d'Al-Harkiya à cette époque-là qu'on voyait du côté de... en bas de la Casbah, c'est-à-dire à Djamalihoud, enfin la rue Randon, le 2e arrondissement, etc. Et jusqu'à la Rande-Vallée. Et qui était d'une brutalité, mais alors inouïe. Une brutalité inouïe. Dont, entre autres, le fameux Sergeant Belgassem, qui a sévi justement à cette époque-là. Au lieu, c'est-à-dire d'arrondir les angles, de se faire tout petit en sachant que l'Algérie allait accéder à l'indépendance, non, il y a eu une fuite en avant. Ils ont été sujets à une sorte de fuite en avant dans la brutalité. Une surenchère. Dans les surenchères. Et là, on revient au même comportement. Oui. Ah, justement, et tout à l'heure, Karim Kebir avait dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit qu'à chaque fois que ce régime tente de déséquilibrer le mouvement citoyen, ou de le freiner, ou de l'étouffer, il obtient l'effet inverse. En fait, il l'alimente, il est contre-productif contre lui-même. Chacune de ces initiatives, ça se retourne contre lui, ça fortifie davantage le Hirak. Pourquoi? Parce que le Hirak est naturellement dans la bonne voie et donc il est déterminé à réussir, ou est-ce que parce que le régime est tellement incompétent qu'il ne réussit presque rien de ce qu'il entreprend? Jamel, vous savez ce que disait Frantz Fanon? Nul ne peut subjuguer un peuple pour l'éternité. On ne peut rien contre la détermination d'un peuple. On l'a vu. Qui eût dit que les Vietnamiens puissent un jour devenir indépendants, réunifier leur pays? Qui eût dit que les Algériens puissent accéder un jour à l'indépendance? Moi, je me rappelle les années 50, je me souviens, j'étais tout petit, mais je m'en souviens. Cette indépendance, elle n'arrivait pas, elle ne venait pas. Mais les Algériens étaient déterminés. Le 11 décembre, les manifestations du 11 décembre, etc. Les Algériens étaient... Et un jour, bon, nous avons eu cette indépendance, au moins physique. À défaut de l'avoir pleinement, on ne savait pas qu'on allait tomber encore en plein néocolonialisme. On est passé d'un... Voilà, de Charib Dansila. Et voilà. Donc, mais quand un peuple est déterminé, il arrive toujours à ses fins. Oui, mais ce régime, je présume qu'il est doué d'une intelligence de serait-ce moyenne. Les gens qui sont au sommet de l'État, comme ils disent eux, il y a des gens qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait l'ENA, qui ont fait des universités étrangères, qui cohabitent avec de très grands serviteurs de l'État occidentaux qu'ils connaissent, avec qui ils vont toaster de temps en temps. Et donc, ils ont une idée quand même de la réalité. Comment peuvent-ils être ainsi au-dessous de tout? Est-ce parce que ceux qui savent ne peuvent rien faire? Ou est-ce que ceux qui peuvent tout ne savent rien de ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont dans l'autisme le plus total? Est-ce qu'ils ne voient pas qu'ils vont droit au mur? Est-ce qu'ils ne voient pas, par exemple, pour me faire bien comprendre, est-ce qu'ils ne savent pas que le mieux pour eux serait une transition acceptée de façon douce? Parce que qui dit transition dit laisser le temps à l'ancien de partir progressivement
et en négociant son propre départ, et au nouveau d'arriver progressivement et de s'installer doucement sans faire trop de casse. Ce régime, s'il avait un tant soit peu d'intelligence, c'est pour ça qu'il aurait opté. Or, lui, résolument contre toute forme de transition. Alors, pour répondre à cette question qui est très importante, très intéressante, il faut revenir un peu en arrière. On fait un saut qualitatif, un bond en arrière d'un an, avant le Hirak. Avant le Hirak, il faut dire que tout avait l'impression de réussir pour le régime. C'est-à-dire, ils sont allés dans les violations les plus extrêmes de toutes sortes, et le peuple ne bougeait pas. Ou très peu, de façon sporadique, régionale et tout, mais pas à une échelle nationale. Donc, ils se sont habitués. Ils avaient cette image fixe, figée du peuple algérien. Ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce réveil, à ce miracle. Oui, il n'y a pas de doute. Donc, ils ne savent pas faire autrement. Oui, mais depuis que ce peuple s'est réveillé, oui. Pourquoi eux ne sont pas eux-mêmes réveillés? Ils se disent, ce n'est plus possible de revenir à l'avant 22 février. Avant, on pouvait tout se permettre, y compris d'avoir un cadre comme président, y compris de proposer 5e mandat pour quelqu'un qui ne sait même plus son propre nom. Mais là, on ne peut plus. Ça a changé. Il faut s'adapter. Il n'y a personne dans cette combuse qui pourrait dire qu'il faut s'adapter, il faut répondre, il faut sauver notre peau nous-mêmes. Il ne faut pas se suicider. Je pense que c'est une équation terrible pour eux. Parce que, d'un côté, ils ne savent pas faire autrement que passer par la manipulation, par ce que j'appelle, moi, la guerre psychologique contre le peuple. Et dès lors qu'il y a eu ce basculement psychologique dans la population, ce basculement mental avec le 22 février, donc le peuple, une fois que le mur de la peur est tombé, ils comprennent toutes leurs combines. Avant, vous savez, quand on faisait des lectures quand Aït Ahmed il est rentré, il parlait de dissolution de la police politique, les gens ne comprenaient pas, ils ne savent pas de quoi ça tourne. Ils n'imaginaient même pas. Donc les grilles de lecture qui étaient l'apanage de quelques personnes d'opposition et tout, aujourd'hui c'est partagé par tout le peuple algérien. Vous prenez n'importe quel citoyen algérien qui n'a jamais fait de politique ici, il va vous dire, oh mais c'est une manipulation, il va vous expliquer, mais oui, il va vous faire l'ABC des techniques de manipulation, etc. Donc il n'y a plus rien qui marche. Donc ils sont pris, c'est pour ça que je vous dis l'équation, elle est terrible pour eux. D'un côté à ça, et puis toute réflexion, tout début de commencement d'une réflexion vers une transition démocratique, il y a eu la décennie noire. Donc il y a eu des crimes contre l'humanité et tout ça. Et nombreux qui sont encore tapis parmi la junte militaire, parmi les généraux, etc., qui ont participé d'une façon ou d'une autre. Donc une transition démocratique, ça leur fait peur. Ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui peut agir et qui peut... Voilà. Donc, il y a eu... Donc, ils ne voient la situation que par le petit bout de la lorgnette. Ah, bien sûr. Ils n'ont pas la capacité d'avoir une vue d'ensemble qui soit objective, qui soit... Non. C'est-à-dire, la structure intellectuelle les empêche d'avoir une vision systémique de l'Algérie, enfin du fait algérien, quoi. Ils tellement bornés qu'ils ne peuvent pas regarder à gauche et à droite. Voilà. Mais le problème, Samir... Il y a quelque chose effectivement de viscéral qui s'est installé. Dans le mot viscéral, vous avez le mot vis qui s'est installé au niveau de la superstructure, qui ne considère en fait pas le peuple, pour paraphraser François Hollande, qui avait considéré les Français comme des sans-dents. Oui, les sans-dents, ça veut dire les pauvres. Les sans-dents, blessénines. Voilà, sans-dents, donc les pauvres. Donc il y a également... d'un pays ou un autre, vous retrouvez également la superstructure, les institutions, ou ceux qui se sentent investis. Mais à notre niveau, c'est plus que caricatural. Quand vous prenez, par exemple, tout le monde sait que c'est les généraux qui sont les maîtres du pays. Ils ne sont pas les maîtres à 99%, ils sont les maîtres à 100%. Il y a un noyau de généraux au niveau de l'état-major qui jouissent de complicité et d'autres
internationales, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui, eux, restent les maîtres, les vrais maîtres du pays. Personne ne commande, ni Tebboune, ni Djerab, ni quelqu'un d'autre. Mais parmi ces généraux, nous les connaissons, nous avons entendu parler, d'abord, la plupart sont des milliardaires, certains milliardaires en dollars, d'autres millionnaires en dollars. Ils sont riches, donc ils fréquentent des niveaux très huppés, très branchés. Leurs enfants aussi, ils ont des sociétés, ils ont une vue du monde où ils disposent de propriétés, de biens et tout. Donc ce n'est pas des idiots. Comment ne peuvent-ils pas voir qu'ils sont en train d'aller à l'abîme, au mur? Le fait de posséder de l'argent ne vous donne pas forcément une conscience politique ou un amour. Pas de votre conscience pays. politique, mais au moins une visibilité, quoi, des choses de la vie. Effectivement, ce sont des personnes qui sont habituées à voyager, à sortir à l'étranger, à rencontrer leurs homologues étrangers, donc ils savent comment ça se passe. Après, il faut vouloir, comme vous le disiez également, vouloir et savoir comment faire une transition démocratique et politique. C'est peut-être la peur la peur également que le pouvoir leur échappe. Mais en s'arc-boutant ainsi, vous pensez que dans leur petite tête, ils ont l'impression qu'ils peuvent sauver les meubles? C'est une situation jusqu'au boutiste. Ils essayent d'une manière ou d'une autre d'aller jusqu'au bout. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, tant pis. Leur situation, eux, il ne faut pas vous en faire. Ils ont des situations qui sont plus que confortables. Oui, mais rien ne dit qu'ils ne seront pas rattrapés et par l'histoire et par la justice. C'est fort probable. Ouais. Dans le fonctionnement, parce que je pense qu'il faut apporter une précision. En tous les cas, c'est ma lecture des choses. Je ne sais pas si vous allez la partager. En fait, quand on parle de généraux, il y a des généraux effectivement rentiers qui sont là, c'est les maîtres, c'est qui s'enrichissent, qui s'abreuvent, etc. Après, ce n'est pas eux qui gèrent, c'est la police politique qui gère, c'est DRS. Ce qu'on appelle mais le DRS n'existe quasiment plus, ils l'ont phagocyté. Il reste. Oui, il reste, mais il a été... Maintenant, les chefs du DRS, de l'ex-DRS, c'est les généraux de l'état-major. Parce qu'il a été démantelé en direction, et chacune de ces directions a été rattachée à un décideur de l'armée. Même celle qui a été rattachée à la présidence, en fait, elle relève du haut commandement de l'armée. Donc, elle existe, cette police politique, mais elle est à leur service. Oui, et sous leurs ordres. La police politique, il y a eu un changement au niveau de l'organisation, de la configuration, mais les recettes sont les mêmes. Absolument, là on est d'accord. Vous savez que la première promotion du MALG, de la sécurité militaire, c'est 1959, l'école de Bakou, ils ont été formés là-bas, ils ont été formés en méthode KGB. Ah oui, c'est l'ancêtre de l'ASM, puis du DRS. C'est pas des gens qui ont... c'est pour ça que je dis des structures intellectuelles, ils sont pas capables d'avoir des grilles de lecture que le commun des mortels peut utiliser pour lire ou pour appréhender une situation. Ils ont des recettes. Allez, il y a une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sort la recette. On va sortir la carte kabyle, on va sortir la carte islamiste, on va sortir ceci, on va sortir... Donc ils ont des recettes et ils les appliquent. Ils sont un peu... C'est pas quand on parle des généraux, c'est pour ça qu'il faut insister sur la police politique. Alors, à votre avis, il serait possible que la police politique ait repris du poil de la bête et qu'elle se soit remise au volant de la situation, y compris au sein de l'état-major? Au niveau, comment dire, on va dire, au niveau des factions de l'armée, aujourd'hui, c'est devenu, justement par rapport à la réorganisation de l'armée et tout ça, c'est devenu presque une minorité. Mais c'est la minorité agissante qui reste, c'est elle qui agit au niveau de comment réguler, comment contrôler, comment répondre et tout. C'est leur recette. C'est pour ça que... C'est elle qui mettrait la pagaille, quoi. C'est elle qui serait à l'initiative de toutes ces actions contre-productives qui se retournent contre le régime, en fait. Parce que tout ce qu'ils ont entrepris, c'est retourné contre eux. Tout à fait. Jusque-là. Maintenant, ce ne sont pas des prodiges d'intelligence non plus. Hein, parce que d'abord, en vertu d'un principe, c'est que si quelqu'un de cultivé, d'instruit, de cultivé, ne ferait jamais passer son intérêt personnel avant l'intérêt national. Ça c'est... C'est trop demandé à ces gens-là. Intérêt national. Ce serait trop leur demander. En plus, on a quelqu'un
un exemple dans ce capharnaüm sécuritaire, c'est le soi-disant général Taufer, enfin le général Taufer, qui était parce qu'on se souvient de lui. C'était quelqu'un qui habitait la Rame-Vallée, élevé par ses grands-parents à Bab Jdid, qui a fréquenté l'école indigène Msid Fatah de Bab Jdid. Donc, et s'il nous voit maintenant, parce que je suis sûr qu'il doit suivre les émissions de Magharibia. Ah, ça m'étonnerait de là où il est. Il sait de quoi je parle. Ouais. S'il m'entend, il sait de quoi je parle. Donc, c'était un voyou de la... Il fichait rien de toute la journée, il faisait rien de ses 10 doigts. Quelqu'un qui devait avoir, à l'époque, il avait 18 ans, je crois, en 61. Mais là, à ce moment-là, il était parti, il était à l'armée des frontières. Il avait rejoint la Libye, non, il était mousse ou quelque chose comme ça dans un bateau, puis il avait rejoint. On le connaissait. Moi, c'est Brahimi qui m'en a parlé lui-même, hein, l'Akhdar Brahimi. Hein. L'Akhdar Brahimi, c'est ça l'ex-premier ministre. Mais l'Akhdar Brahimi ne raconte que ce qu'on lui a dit. Non, comment il s'appelle l'ex-premier ministre Brahimi? Abdelhamid Brahimi. Il l'a connu, il m'a dit, je l'ai vu de mes yeux. Il était en Tunisie, à Gardimaou, un jeune homme d'une quinzaine, 16 ans, en train d'éplucher des patates. Il a dit il a lui-même dit, le général Taufer avait prétendu être un ancien moudjahid. D'ailleurs, j'avais publié un petit entrefilé là-dessus, où il se prétendait ancien moudjahid. Il se disait un ancien des transmissions. Or, l'arme des transmissions de l'ALN, l'un des pionniers, c'était mon père, Rahmo, de Bachali, qui a été formé en transmission pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme tous les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, il était rentré en Algérie à la fin de la guerre pour être mis devant le fait accompli des massacres de Guelma, Esteif et Kharrata, et d'où leur haine pour le colonialisme. Et ensuite, ils ont été intégrés dans le réseau des transmissions à Alger, dont Abban Ramdan avait strictement interdit l'utilisation. Et il n'était chargé que des opérations d'écoute de l'armée française à l'époque. Et donc, en 62, juste après le cessez-le-feu, il a été convoqué par Boussouf au Rocher Noir pour ouvrir le premier centre d'écoute de Raya et de Hamaguer. Donc, nous savons qui était membre des transmissions nationales. Ça, le commandant Azdin peut le confirmer, qui étaient les membres des transmissions nationales, les principaux opérateurs des transmissions nationales. Donc déjà, premier mensonge. Un grand bonjour justement au commandant Azdin, je le salue également. Bientôt invité. Et ensuite, un jour, on l'a retrouvé avec un brassard, on les appelait Sahab Nedam. On l'a retrouvé avec un brassard et un bâton à la main. Et ensuite, il a été intégré dans la... Alors, c'est très intéressant, mais nous y reviendrons peut-être dans une émission qui sera consacrée. Mais en attendant, et Tebboune dans tout ça, Tebboune, lui qui a qualifié le Hirak de Moubarak, il a bien raison, sans le Hirak, il ne serait jamais président. Et qui a fait des promesses, qui fait je vais faire ceci, je vais faire cela... Et là, après plus de 3 mois, je crois, de prise de fonction, il ne fait rien que de recevoir des gens sans aucune importance pour la plupart. Il ne fait rien. C'est comme s'il était là, à côté, et qu'on l'ait oublié quelque part, que ceux qui ont vraiment le pouvoir de décision ne se rappellent même plus qu'il existe, eux qui l'ont eux-mêmes fait, président. Tebboune, dans tout ça. Du coup, personne ne veut s'exprimer sur la question. Dire de quelqu'un qui n'est rien. La sortie de Tebboune, ma lecture de la sortie de Tebboune, en fait, elle rentre toujours dans un axe de stratégie, la stratégie de communication, qui s'appelle la confusion. La confusion, c'est une valeur stratégique du pouvoir. Vous remarquez, par exemple, à chaque fois quand il y a eu la Ligue des droits de l'homme dans les années 80, on a créé une Ligue des droits de l'homme bis. Le pouvoir nous a habitués en fait à récupérer des mots d'ordre qui viennent de l'opposition
de l'opposition, pas des partis politiques seulement, de l'opposition de façon générale, récupérer et les vider de leur substance. Par exemple, quand on voit les procès actuellement, alors, ici on va libérer pour les mêmes faits, ici on va condamner des personnes et là on va les libérer. Ça, c'est pas quelque chose qui... moi, je pense que c'est une valeur stratégique, créer de la confusion. Parce que la confusion, du point de vue de la guerre psychologique, ça mène à quoi? Ça mène à ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Et quand on n'arrive pas à comprendre, donc on parle, oui, mais c'est pas ça, je suis pas d'accord et tout. Donc ça occupe les esprits, ça fait diversion, et en même temps, le fait de ne pas pouvoir lire la situation, ben, ça démobilise les gens, ça les décourage. À la fin, on va dire, oh, de toute façon, ils sont très forts, hein. Oh là là, donc ça ne sert à rien. Donc le caractère d'invincibilité diabolique, démoniaque de ce pouvoir. Donc il faut continuer notre chemin. Donc ils sont très forts, on ne peut rien. Donc moi je pense que la confusion, prendre des décisions contradictoires, c'est quelque chose de réfléchi et délibéré, ce n'est pas anodin. Alors, j'aimerais poser une dernière question sur laquelle on pourrait faire un dernier tour de micro. Au sein de l'état-major, donc, ou du haut commandement de l'armée, ou des chefs de l'armée, on les appelle comme on veut, qui sont donc les vrais maîtres du pays, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui ont des privilèges tellement immenses, tellement inimaginables, qu'il est même difficile d'en parler, quoi. Quand on parle, par exemple, quand on parle de commissions sur des armements, sur les achats d'armements, certains spécialistes parlent d'1 milliard de dollars par an. 1 milliard. Sur un budget de 13 voilà, à peu près entre 12 et 15 milliards de dollars. On parlerait d'1 milliard de dollars de commissions seulement, donc qui se partageraient en quelques-uns. C'est dire, hein, sachant qu'1 milliard de dollars, c'est 1000 millions de dollars, hein, pour donner une idée un peu de la chose. Et donc, mais il semble que depuis peu, ils sont en bisbille. Ils sont en train de se tirer dans les pattes, pour le moment, en attendant de tirer plus haut, et que certains sont déjà en prison. Saïd Bey, par exemple, qui aurait cru un jour que Saïd Bey finisse en prison. Tawfiq, général Tawfiq, Tartag et les autres. Mais il y a aussi ceux qui ont pris la poudre d'escampette. Comment il s'appelle, de la gendarmerie, Belkhser, le puissant général de gendarmerie Belkhser, qui est en fuite. Et maintenant, on parle, ça reste à confirmer, mais il semble que ce soit très possible, très vraisemblable, du gendre de Souab, que l'on dit gendre de Gaïd Salah. Et à ce propos, justement, il y a Jamal. On se rappelle de la répression qui a été menée contre le Hirak sous la supervision de ce fameux général Souab à l'époque de Gaïd Salah. Oui. Quand des personnes ont été... À Tiaret, je crois. Tiaret et Oran, il me semble. Exactement. Tiaret et Oran, quand des manifestants ont été éborgnés par des balles en caoutchouc. Ce qui est constitutif d'une volonté de, pas seulement de faire mal, mais peut-être même de tuer, parce que quand on... La répétitivité, enfin la répétition des faits, justement, en tirant sur les on ne peut pas tirer par hasard sur l'œil de quelqu'un à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, absolument. Ça ne peut pas être le fait du hasard. Une fois, ça aurait été à la limite, peut-être à la limite un accident. Mais quand tous les blessés ont été énucléés, là, c'est... Exactement. Et là, ça veut dire qu'il y a au moins une volonté de mutiler. Et ce qui est constitutif d'un acte de prédation, enfin, ou un crime contre l'humanité. Et à ce moment-là, moi j'appelle aux téléspectateurs de me signaler, j'assume ce que je dis, de me signaler personnellement sur ma page Facebook, Iskander Debache, sa présence partout où il se trouve, de manière à ce qu'on puisse déposer un dossier, constituer un dossier pour plainte contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Dans le cadre d'une ici plainte, en Occident. Voilà, pour crime contre l'humanité. Mais d'après vous, il serait vraisemblable qu'il se soit lui aussi... qu'il est... Très possible, connaissant les conflits. Eux, ils disent qu'il est en train de se soigner d'un cancer dans une clinique UP de Suisse. Enfin, très UP, c'est ce qu'on dit. Mais si c'est le cas, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Un général de cette
importance, chef de la deuxième... Vous savez que la deuxième région militaire est la région militaire qui dispose du plus grand nombre de potentiels militaires. Absolument. En termes d'avions, de chars, de tout, quoi. La totalité de l'armement et des capacités militaires dont dispose la deuxième région militaire en fait, dans les faits, la première région militaire. Et donc, ce général-là se serait enfui. Non, ça en dit long que nous ayons la confirmation du fait qu'il se soit enfui, on dirait très très long sur les conflits qui existent au niveau du sommet de l'armée, du sommet des militaires. Maintenant, s'il est là-bas pour soin, alors qu'on nous le signale également, de manière à ce que, puisque comme préalable, c'est-à-dire à une plainte, il faudrait déjà qu'il se trouve sur le terrain. Très bien, je vous prends au mot. Donc, mes chers amis, quiconque a des informations sur ce monsieur, qu'il le signale à Skandar Debbash sur sa page Facebook. Comme ça, nous allons pouvoir entreprendre des actions en justice internationale. En message privé. Alors, un dernier tour de micro sur quelque chose de très particulier. Avec le coronavirus. Les Algériens sont en train de sortir comme de rien n'était. Ils font même de l'humour sur ça. Ils sont en train de dire « Oh, le corona, qu'est-ce que c'est par rapport à ces gens ?» et tout, et tout. Donc, à votre avis, comment doivent-ils faire pour se prémunir, pour se protéger? Parce que rentrer chez soi, je comprends qu'aucun Algérien n'accepterait de le faire, quel que soit le risque. Mais continuer à sortir dans ces conditions et s'exposer à des risques d'épidémie, ce n'est pas non plus recommandé. Nous avons tous, je crois, le rôle de devoir attirer l'attention des uns et des autres. À votre avis, qu'est-ce que vous proposez vous-même? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que déjà le général en question, dont vous citiez le nom, n'a pas à être inquiété. Il est déjà à l'étranger, donc il doit être entre de bonnes mains. Non, mais le scandale dit qu'il faut le poursuivre à l'étranger. Lui, en tout cas, lui, pour le coronavirus. Au titre de la compétence universelle des tribunaux, oui, justement. Oui. Vous savez, pardon, allez-y, je vous en prie. Maintenant, pour répondre à la question du coronavirus, je crois que c'est un virus qui n'a pas fini d'être manipulé un peu par tout le monde, mais ici en France, la presse en parle beaucoup. Elle amplifie un peu le sujet. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça permet aussi de faire oublier un peu le 49.3 et la réforme des retraites en même temps. Et à l'approche des municipales, je crois que Moi, je pense qu'après les municipales, on n'en parlera même plus, d'ailleurs. Dernier mot. Tout comme vous le dites, effectivement, le coronavirus, il est exploité ici en France, essentiellement également pour faire de l'audimat, pour faire oublier certaines mesures politiques, pour le passage en force de la prise par ordonnance, donc de la réforme sur les retraites, ainsi qu'un certain nombre de choses. Ça va mal depuis un certain temps. Le défilé des Gilets jaunes, les avocats également qui sont sortis dans la rue pour des raisons également liées à la réforme des retraites. Il y a un certain nombre les grèves qui nous ont touchés donc, il y a déjà 2 mois qui ont fini. Donc c'est fait pour faire oublier un certain nombre de choses. Le corona également en Algérie, bon, à bon escient, il sera également, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises, mais il sera forcément d'une manière ou d'une autre instrumentalisé. Évidemment. Instrumentalisé pour interdire aux gens ou pour les effrayer pour pas qu'ils ne sortent dans la rue et qu'ils revendiquent ce qui leur semble juste et ce qui leur semble être bon pour leur devenir. Hamadan, au mot de la fin. Moi, je fais mienne la réponse de la rue algérienne qui a répondu, qui considère le pouvoir actuel beaucoup plus dangereux pour le présent, le passé et l'avenir du pays que tous les coronas réunis. Alors, mes chers amis, à la fin, nous allons vous montrer une vidéo où le journaliste Khaled Drarni a été embarqué, Mani Militari. Vous allez la voir. Mais avant, je voudrais vous dire quelque chose avant de vous quitter. C'est que, effectivement, il y va de notre avenir, celui de nos enfants, de continuer à manifester. Mais nous avons le devoir aussi de ne pas aider cette épidémie à se répandre et à faire des victimes. Donc nous devons être des gens responsables, nous devons nous protéger par des masques et nous allons engranger 2 dividendes. Le premier, c'est celui de nous protéger et de protéger ceux qui sont avec nous, pour ne pas les contaminer. Et le second dividende, qui sera énormissime, je vous le garantis, c'est que, voilà le masque que je vous propose.
celui-là ou n'importe quelle écharpe, mais que tout le peuple algérien se protège. Comme ça, on verra des centaines de milliers, des millions de manifestants en train de manifester avec un masque comme ça. Et le monde entier verra que malgré le risque de propagation du virus corona, nous manifestons quand même parce que le régime est 1000 fois plus dangereux que le coronavirus et qu'il faut absolument que nous nous en débarrassions. Khawa khair, khawa khawa, bissalama. دراري